Passion par les cinémas. On se retrouve juste après la pub avec Jean-Philippe Tessé, le rédacteur en chef adjoint des Cahiers du cinéma. Merci Jean-Philippe Tessé d'avoir attendu ce temps de publicité. Donc vous êtes le rédacteur en chef adjoint des Cahiers du cinéma et pendant cette revue de presse, ça nous intéressait de vous avoir avec nous pour présenter ce numéro d'octobre. Qui titre sur la photo, une belle photo de Paul Verhoeven. Et c'était inattendu de le retrouver dans les Cahiers du cinéma. C'est d'ailleurs comme ça que démarre le dossier d'ailleurs. Oui, effectivement, parce que c'est pas un cinéaste qui a été très bien traité au Cahiers du cinéma. Il était même plutôt très souvent maltraité, puisque le seul film qui a été vraiment défendu de lui, c'est son dernier en date quasiment, enfin son dernier sorti en date, qui est Black Book en 2006. Mais auparavant, en général, c'est vrai que ces films étaient plutôt mal vus, mal traités. Mais voilà, les générations passent et les générations de rédacteurs passent, et pour notre génération à nous, ça a toujours été un film très important. Donc on avait envie de faire quelque chose de grand avec lui, de vaste, et c'est ce qu'on a fait avec ce long entretien. Voilà, qui va aussi, qui annonce aussi son premier film tourné en France avec des acteurs français, avec Isabelle Huppert notamment, qui s'appellera Elle, tout simplement. Voilà, exactement. Et on avait déjà publié en janvier dernier des extraits il nous avait déjà donné des extraits du storyboard du film. Et voilà, rendez-vous avait été pris et l'entretien est un peu la suite de ça. Très bien, donc en tout cas là un très très grand dossier sur Paul Verhoeven, puisque ça fait une vingtaine de pages d'entrée dans les cahiers, donc c'est un très beau dossier qui fait vraiment découvrir ce cinéaste effectivement qui pour les lecteurs des cahiers restait pas inconnu, parce que par exemple nous Starship Troopers, des choses comme ça, on en entendait parler, mais c'est vrai que en tout cas c'est très intéressant dans ce qu'il raconte lui aussi d'ailleurs, hein, donc on vous le conseille. Alors il y a aussi dans le journal, dans les cahiers qui est consacré. Alors là en plus c'est vous qui l'avez écrit sur le retour du festival de la Mostra de Venise, un festival qui était en demi-teinte, c'est ce que les critiques avaient dit, et c'est aussi là-dessus que vous titrez finalement, avec finalement le seul film que vous avez envie de tirer de tout ça. C'était un film qui était, vous dites, dans une toute petite salle qui s'appelle The Fitz. Oui, absolument. C'est un premier film qui était en plus produit par le Festival de Venise, donc c'est assez incompréhensible de voir qu'il produise des films, encore un très bon film, et qu'en même temps il le cache, puisque le film était quasiment hors programme, ce qui est une erreur assez étonnante. Mais pour le reste, c'est vrai que ça confirme le déclin un peu inexorable de Venise, qui est tellement concurrencé par d'autres festivals, notamment Toronto, qui commence quand Venise n'est pas encore terminé, et qui a un énorme marché et qui montre énormément de films. Tous les professionnels vont là-bas, et le Festival de Venise a de plus en plus de mal à attirer des grands films, des grands cinéastes. Donc c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, justement quand ils produisent eux-mêmes un petit film avec un budget dérisoire de l'ordre de 150 000 euros, et que le film est très bien. Ils devraient mettre ça en valeur plutôt que de cacher, et peut-être se renouveler par les premiers films, par des films de jeunes. Ça peut être une vraie voie, une planche de salut pour eux. Oui, c'est ça, parce que finalement, ce qui ressort de votre article, c'est que aujourd'hui, Venise, sait plus trop où se situer, puisqu'il va vraiment chercher les spectateurs, donc il va faire venir des films pour faire rentrer les spectateurs. A priori, d'ailleurs, ils ont battu leur record d'entrée, et finalement, on n'est plus sur du grand cinéma à côté, quoi. Le festival, c'est pas, à Cannes, il n'y a pas d'entrée publique, par exemple, donc c'est pas sur les entrées publiques qu'on peut bâtir le succès d'un grand festival. Venise, c'est le plus vieux festival du monde, c'est normalement le plus prestigieux après Cannes, et ils peuvent pas se contenter de dire qu'ils ont ils ont augmenté leur billetterie cette année. Non, ils doivent récupérer des grands films, ils doivent attirer des grands cinéastes. C'est ce qu'ils ont de plus en plus de mal à faire, parce que, comme je le disais, il y a une concurrence cruelle, même de la part notamment de Toronto, qui a pris une énorme ampleur depuis quelques années, et aujourd'hui les allées sont un peu vides à Venise, donc le déclin est réel, et ils n'arrivent pas à trouver la solution pour relancer le festival. Donc en tout cas, on vous invite à lire ce très bel article dans les cahiers. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les cahiers qui se fait, je dirais, depuis la rentrée, enfin pratiquement depuis finalement les attentats à Charlie Hebdo, c'est de prendre, pas forcément du cinéma, de prendre des images. Alors ça peut être des vidéos, ça peut être des photos. Là, en l'occurrence, il y a un très très bel article, très long article d'ailleurs, sur l'image de cet enfant syrien décédé sur les plages. Moi, c'est aujourd'hui, ce petit, les articles répliques sont ce qui m'intéresse presque le plus maintenant dans les cahiers. Je trouve que c'est un très bon choix maintenant de s'ouvrir aussi à ça, quoi. Effectivement, c'est un choix qui a
qui en soi est une tradition aussi au cahier. Enfin, ça vient évidemment de Serge Danet, mais aujourd'hui, c'est vrai que les dernières années, on faisait sans doute un peu moins, aussi par une forme de retenue, parce que est-ce que c'est notre rôle de parler d'autre chose que des films. Mais je pense que effectivement, les événements de Charlie Hebdo, où on avait fait un long ensemble à ce moment-là sur Charlie, donc quelque chose qui n'était pas censé être notre rôle à nous. On s'est mis à regarder la télé. Moi, par exemple, j'avais écrit sur ce que j'avais vu à la télé au moment des attentats, et on a fait beaucoup, notamment sur les questions liées à la situation en Syrie. On a fait beaucoup de choses, à la fois avec le collectif syrien d'Abou Nadara, et puis avec beaucoup d'articles qu'on a publiés sur les images de propagande pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et aussi, on sait qu'on a, puisque personne ne fait ce travail-là de réflexion sur les images, il faut bien que quelqu'un le fasse, alors faisons-le. Et c'est vrai que sur l'exemple de la photo de l'enfant syrien sur la plage, il y a eu quand même une démission intellectuelle assez frappante de tout le monde. Personne n'a réfléchi intelligemment sur cette image, sur l'usage qu'on pouvait en faire, sur sa nature, ou alors à moins de tomber dans les délires complotistes ou autres. Mais il faut, je pense, l'enjeu aussi, c'est un enjeu politique assumé, c'est qu'il faut reprendre aujourd'hui à la sphère complotiste, fascistoïde et autres, ce geste de critiquer les images. Aujourd'hui, on a l'impression que quand des images sortent, tout le monde les acquiesce, sauf des hurluberlus plus ou moins dangereux sur Internet qui racontent n'importe quoi sur ces images-là. Donc il faut reprendre aussi ce geste-là, il ne faut pas leur abandonner. Il faut reprendre ce geste-là de discuter des images, de les analyser, de les essayer de comprendre, etc., sans verser encore une fois dans ces théories plus ou moins fumeuses qui sont dangereuses et qui ont quasiment aujourd'hui pris le monopole du discours sur les images. Donc ça, c'est insupportable, et c'est les textes qu'on publie en réplique, comme celui de ce mois-ci, c'est des textes qui s'inscrivent dans une envie qu'on a, parce qu'on étouffe aussi intellectuellement dans ce pays, une envie qu'on a de reprendre la parole, parce qu'on ne peut pas continuer à la laisser à des gens aussi inintéressants que ceux qui polluent les plateaux télé, et qui sont les seuls aujourd'hui on a l'impression que ce sont les seuls qui ont la possibilité de parler. Donc il faut supplanter ces gens-là, il faut reprendre la place, et il faut porter à le faire, et porter un discours intelligent sur ces images-là. C'est ce qu'on a essayé de faire, et encore une fois, ne pas la laisser à je ne sais quel titre de plateau de télé. Oui, exactement. Je me rappelle aussi, alors il y a quelques mois, où il y avait eu un gros dossier aussi sur les images de Daesh. Enfin, c'était voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est les premières pages que je lis quand j'ouvre les cahiers. Donc voilà. Mais voilà. Tant mieux, c'est ce qu'on a envie, mais on va continuer à le faire. On l'a fait aussi le mois dernier quand on a fait un ensemble sur ce qu'on appelle le vide politique du cinéma français, parce que on avait envie de réagir après que des films comme Dipan de Jacques Audiard ou La loi du marché sortent, et aujourd'hui il y a une vraie paresse intellectuelle. Ces films-là sortent et personne ne les discute. Et finalement, le vent, le bruit parfois insupportable que font certains dans les médias, en fait, obstrue le champ, et on a besoin, comme on étouffe, on a besoin de crier un peu. Donc on va continuer à le faire, et continuer même à aller ailleurs que uniquement dans le champ du cinéma, pour parler des images, pour parler de la vie politique en France aujourd'hui, parce qu'on en a besoin, et je pense qu'il y a un vrai manque à ce niveau-là, donc il faut continuer à le faire. En tout cas, c'est très bien, et c'est vrai qu'on suivra ces évolutions des cahiers. Alors là, c'est vrai que quelqu'un qui n'aurait pas lu les cahiers depuis longtemps, il ouvrirait les cahiers aujourd'hui avec Paul Verhoeven en entrée, le jeune cinéma japonais à l'attaque, avec une très très belle photo là sur le dossier, et puis un énorme dossier sur Wes Craven. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas forcément à tout ça il y a quelques années dans les cahiers. C'est aussi que les cahiers, étant une vieille dame, ont toujours beaucoup d'a priori et de préjugés. On pense toujours qu'on aime que les films Paul Dave de 5 heures d'Uber Uzbek, alors que le cinéma américain, le cinéma populaire, ça a toujours été, même à la base, dans les années 50, ça a toujours été dans l'ADN des cahiers de défendre, de parler d'Hollywood ou d'aimer des cinéastes américains. Wes Craven, c'est quelqu'un qui a fait la couverture déjà des cahiers il y a 20 ans, donc c'est pas une nouveauté. C'est vrai que Verhoeven, c'est une curiosité, et qu'on va nous dire, voilà, vous retournez votre veste, vous n'aimez pas Verhoeven et maintenant vous l'adorez. C'est simplement que les générations passent. Peut-être qu'il y a 20 ans, au cahier, les gens n'aimaient pas Verhoeven, mais bon, moi, il y a 20 ans, j'étais pas encore au cahier, mais les générations passent, et pour nous, c'est vrai que Verhoeven a toujours été un cinéaste qu'on a adoré quand on était adolescent. On a vu Starship Troopers, on a adoré ça, on a vu Showgirls, on a aimé. C'est des films qui ont compté beaucoup pour nous, et donc pour nous c'est naturel, voilà. Alors effectivement, pour d'autres ça peut surprendre. Et pareil pour Wes Craven, c'est des cinéastes qui ont aussi bercé notre enfance dans les années 80, les Freddy évidemment. Donc pour nous, il y a simplement ce sommaire-là témoigne d'un renouvellement de génération. Mais en même temps, on parle aussi de Freddy
Lady Murder, de L'âme sœur, qui est un très très grand film des années 80 assez méconnu. Et on est fidèle aussi à des auteurs, à Marco Bellocchio ce mois-ci, Kurosawa à Kurosawa, à d'autres. Voilà. Donc c'est simplement que le temps passe, les générations passent et les cahiers se renouvellent, ce qui est normal. Exactement, et c'est très bien. En tout cas, on vous suivra. On espère vous retrouver peut-être dès le mois prochain pour présenter le prochain numéro. Avec plaisir. Avec plaisir, nous aussi. Le rendez-vous est passé. Moi, j'invite les lecteurs qui vont aller acheter les cahiers du cinéma à lire dans le cahier critique une toute petite chronique, et d'ailleurs une chronique sur le film de Michel Franco qui s'appelle Chronique, que vous avez signé, qui est l'une des critiques qui m'a le plus fait rire et que je trouve extrêmement bien écrite de votre part. Donc j'invite les lecteurs à aller la découvrir. C'est très court, mais c'est tellement bien écrit. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci à Tesset. vous. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.